Et donc maintenant, nous allons parler avec M. Olivier Richard Torres des différentes voies possibles pour éventuellement renouveler la transmission à l'école d'un poète réputé pour sa difficulté, tel que Saint John Perse. Nous ne pouvions pas faire l'impasse aujourd'hui où nous faisons une sorte de panorama de la diffusion de cette œuvre dans cette commémoration. Nous ne pouvions pas, bien entendu, faire l'impasse sur la question cruciale de l'enseignement, la transmission certainement la plus importante et la plus porteuse d'avenir pour les futurs lecteurs que sont les élèves du secondaire et bien entendu également les étudiants. Olivier Richard Torres nous vient de l'Académie de Toulouse et je crois que vous avez passé votre agrégation à l'époque même où Saint John Perse faisait partie du programme du concours. Absolument. Oui, en fait, j'ai découvert Saint John Perse avec le concours. Je n'avais pas lu la moindre ligne, le moindre verset, le traître mot de Saint John Perse avant de préparer l'agrégation. Ça a donc été une découverte totale. Et Loïc, lorsque vous m'avez envoyé en quelque sorte le canevas de l'intervention que vous souhaitiez pour la journée d'aujourd'hui, l'une de vos questions était de savoir pour quelles raisons j'étudiais Saint John Perse en lycée. Tout simplement parce que ça m'intéresse et qu'il est extrêmement difficile d'intéresser les lycéens et d'intéresser ses élèves quand on n'est pas soi-même intéressé. D'où l'extrême difficulté d'étudier un poète comme Saint John Perse. Vous m'aviez dit que vous comptiez évoquer la question du baccalauréat. Oui, nous pouvons le faire. Disons que je vous donne la parole. Je n'ai pas un goût prononcé pour la polémique, mais simplement il faut peut-être faire état de ce fait. Il y a quelques années, en 2003, Saint John Perse, après un certain temps d'absence d'ailleurs de l'examen, a été désigné, plusieurs textes de Saint John Perse ont été désignés au programme du bac français. Et il s'est trouvé que beaucoup d'enseignants, ça a même été certains mouvements, on va dire, même s'il est resté limité, ont protesté de manière très véhémente, comme quoi il était assez scandaleux de proposer à leurs élèves, pour un examen aussi important, un poète aussi hermétique. Alors bien sûr, à l'époque, ça m'avait paru tout à fait excessif, pour ne pas dire plus. Et il est vrai que dans ce contexte-là, on peut se poser la question, c'est certainement un sacerdoce que d'être, comme vous l'êtes, aussi attaché à transmettre un poète comme celui-là. Alors je pense qu'il faut distinguer tout simplement deux choses, c'est-à-dire d'une part le fait qu'un poète extrêmement difficile puisse être présenté à un examen comme le baccalauréat, et effectivement on peut a posteriori remettre en question l'opportunité. Je pense qu'on peut le faire, je n'ai pas dit que je l'aurais fait moi-même, mais je pense que l'on peut remettre en question l'opportunité, au sens premier du terme, d'avoir choisi un extrait, je pense que c'était un extrait d'Images à Crusoé, je crois, si mes souvenirs sont bons, dans le cadre d'un examen comme le baccalauréat, sachant que si on resitue ce sujet dans l'histoire du baccalauréat, il a été proposé à peine 2 ans après une réforme de l'examen qui modifiait profondément le contexte dans lequel les élèves de première, il ne faut pas oublier non plus que ce sont des élèves de première dont nous parlons, donc des élèves véritablement jeunes et qui rentrent dans l'initiation à la littérature. Et donc ces élèves-là arrivent devant un texte qu'ils ne connaissent pas. Il me semble tout simplement que s'il est risqué de proposer un auteur comme Saint John Perse à l'examen, il est en revanche beaucoup plus intéressant de le travailler en tant que professeur dans le cadre du cours. Vous me posiez la question il n'y a pas si longtemps de la façon suivante. Vous demandiez s'il était devenu impossible d'enseigner Saint John Perse au lycée ou d'étudier Saint John Perse au lycée. Je ne pense pas qu'il soit devenu difficile d'étudier Saint John Perse au lycée. Il a toujours été extrêmement difficile d'étudier Saint John Perse au lycée. Saint John Perse a été très peu étudié. Ce matin, Henriette Levillain, qui faisait part de sa surprise lorsqu'on lui offre les œuvres de Saint John Perse en 2 volumes au début des années 60, et la remarque qui lui vient à l'esprit, la première qui est
on ne m'avait pas parlé de ça auparavant. Effectivement, on ne m'a jamais parlé de Saint-Jean-Perse lorsque j'étais moi-même ni lycéen et très peu lorsque j'étais étudiant. Et si vous regardez la place occupée pour préparer cette petite intervention, j'ai eu la curiosité de balayer les manuels scolaires et de faire une sorte d'historique des manuels scolaires. Et la place de Saint-Jean-Perse est extrêmement discrète, quelle que soit la période que l'on feuillette, qu'il s'agisse des manuels historiques de type Lagarde et Michard ou de travaux plus récents par Henri Mitterrand ou des ouvrages sortis lors des dernières réformes de l'examen. Donc finalement, la place occupée par Saint-Jean-Perse dans les manuels officiels de la littérature et qui sont ceux de l'éducation nationale n'a pas évolué. C'est une place qui a toujours existé mais qui est extrêmement marginale. Alors que d'autres œuvres ou d'autres auteurs voient leur place petit à petit croître ou décroître en fonction de la mode ou en fonction de l'évolution de la critique littéraire. Pour le dire très très vite, on sait par exemple, les spécialistes savent que lorsqu'on étudie Laclos et les liaisons dangereuses, il y a véritablement une histoire des liaisons dans les manuels avant la thèse de Versini, après la thèse de Versini. Pour Saint-Jean-Perse, il n'y a pas eu non plus d'effet avant le prix Nobel, après le prix Nobel. La place reste sensiblement la même. C'est une place extrêmement discrète. Et effectivement, elle est discrète parce qu'il est extrêmement difficile d'étudier Saint-Jean-Perse pour des raisons qui sont nombreuses. Et je peux rapidement les évoquer, puisque là, il s'agit en gros de dire qu'est-ce qui peut nous arrêter en tant que professeur dans l'étude de la poésie de Saint-Jean-Perse. D'une part, c'est une œuvre qui est extrêmement difficile à cerner, et lorsqu'on lit ses présentations dans les manuels ou dans les ouvrages de vulgarisation, elle est tellement difficile à cerner qu'elle est généralement exposée en termes d'oxymore. On parle de lyrisme impersonnel, on parle d'épopée sans héros, parfois même de surréalisme à distance, pourquoi pas de mysticisme sans Dieu, pour reprendre un terme qui généralement était accolé à Paul Valéry. Donc, il y a donc un problème pour cerner l'œuvre. Il y a une difficulté en tant que professeur dans le secondaire à aborder une œuvre dans son intégralité. Pour Wang, c'est extrêmement difficile. Et il y a une difficulté propre à Saint-Jean-Perse qui est la difficulté de pratiquer une coupe dans cette longue phrase, cette phrase qui se déroule à l'infini. Et il y a une très grande difficulté à la couper en gardant une unité de sens avec véritablement le fait de choisir un passage qui permettra de faire une étude intelligible. Extrême difficulté également à identifier la nature poétique de l'œuvre. Les élèves, pour le lycéen lambda, la poésie c'est écrit en vers. Ensuite, on leur explique qu'il peut y avoir de la poésie en prose, et si on rentre dans des considérations universitaires qui sont celles du verset ou du vers libre dont il a été question ce matin, les choses deviennent extrêmement difficiles. Il y a néanmoins, je pense, en revanche, des spécificités dans l'œuvre de Saint-Jean-Perse qui peuvent permettre, à contrario, d'utiliser cette difficulté et je ne dirais pas hermétisme, mais du moins cette difficulté pour créer un impact très fort. La dimension poétique de n'importe quelle page et de n'importe quelle phrase de Saint-Jean-Perse est tellement évidente qu'elle place l'élève avec si peu d'habitude qu'il puisse avoir de ce genre de poésie, devant une évidence de beauté de la forme. C'est simplement, quand on est face à de la poésie de Saint-Jean-Perse et qu'on est un lycéen, je vais reprendre un terme qui est celui de Roland Barthes, véritablement le signifiant fuit le signifié. C'est-à-dire que la réaction immédiate, c'est, pour le dire très vite et de façon un peu caricaturale, c'est très beau, mais je n'y comprends rien. Voilà. Donc de ce c'est très beau mais je n'y comprends rien, évidemment c'est extrêmement pratique et relativement fertile pour un professeur de lycée. On arrête tout, on reprend la lecture et on va essayer de comprendre certains éléments et de voir pour quelles raisons est-ce que vous trouvez ça beau. Donc cette difficulté me paraît expliquer la polémique qui a eu lieu. Elle ne me paraît pas, en revanche, être de nature à exclure l'étude de Saint-Jean-Perse dans le cadre des programmes. Et j'ajouterai que, depuis, des poètes bien plus difficiles sont rentrés dans le programme. En terminale littéraire, il y a quelques années, les élèves ont été invités à étudier les planches courbes de Bonnefoy.
on ne peut pas dire que c'était d'un accès évident, même pour des terminales, et même pour des terminales littéraires. Écoutez, je comprends bien la cohérence de ce que vous dites, mais en vous écoutant, je dois vous avouer que j'étais un peu étonné, car personnellement, je n'ai pas eu la même expérience. Que ce soit en lycée d'ailleurs, ou que ce soit à l'université. Alors, les aires géographiques peut-être peuvent expliquer cela. Je me rappelle de mon manuel qui faisait état de Saint John Perse. De manière même, il m'avait semblé un peu outrancière. Plusieurs pages lui étaient consacrées, des reproductions des photos très suggestives de Lucien Clergue frappaient les imaginations. Et il était présenté comme un très grand poète, un peu inclassable, un peu à l'écart, certainement. Mais il faut dire, peut-être que dans l'ère géographique où je l'ai étudié, c'est-à-dire aux Antilles, la proximité peut-être avec la poésie de Glissant, avec la poésie de Césaire aussi, fait que on a toujours eu à cœur de transmettre Saint John Perse, que ce soit en classe même de seconde ou de première. Je dois dire que j'ai en tout cas eu en tant qu'élève à faire la connaissance avec ce très grand poète par ce biais-là. Et puis par la suite, je l'ai retrouvé également à l'université, je veux dire à Paris 4, il est très régulièrement étudié. Il est vrai que l'enseignement du français a sensiblement changé depuis quelques années et que, avec la refonte des programmes tout particulièrement, certains mots d'ordre se sont fait jour et qu'on est beaucoup plus attentif à, je dirais, l'accès ou bien à une dissection sur le modèle des études linguistiques ou de choses de cet ordre, plutôt que de donner accès au goût, simplement au goût des mots. Mais je dois dire que de la difficulté dans des souvenirs d'un enfant que sont les loges, alors évidemment, si on met des élèves de première face à certaines pages d'exil, et encore, moi, je me demande ce qu'il peut y avoir de difficile là-dedans. Enfin bon, moi je parle en persien certainement, mais éloges, ce sont des souvenirs d'enfance. Qu'y avait-il alors qu'il n'y a plus ? Je n'arrive pas à percevoir, si vous voulez, la difficulté qu'il peut y avoir pour un élève pour un adolescent de rentrer dans cet univers-là. Il est vrai qu'il faut peut-être se faire à cette évolution-là. Bon, elle est ce qu'elle est. Mais je sais que vous n'avez pas cette position, puisque vous avez à cœur de transmettre Saint John Perse dans votre enseignement. Oui, j'ai à cœur de transmettre Saint John Perse dans mon enseignement. Je l'ai dit parce que c'est un auteur qui me plaît et que, par expérience, ça fait maintenant pas mal d'années que j'enseigne. Je sais qu'on est véritablement intéressant que quand on aborde un sujet qui nous intéresse. Mais cela étant, oui, alors effectivement, vous parlez d'éloges et nous avons déjà des cadres qui sont ceux des programmes et qui permettent d'aborder l'œuvre de Saint John Perse. Et très précisément, le sujet du baccalauréat, l'année où Saint John Perse était tombé dans certaines académies à l'écrit, à l'examen, était dans un cadre institutionnel qui est celui des réécritures. Donc nous avons là la réécriture du thème de Robinson Crusoe, tout simplement. Et j'ai fait le tour, avant de venir aujourd'hui, des pratiques de certains collègues qui étudient l'œuvre de Saint John Perse. Je serais tenté de dire que quasiment tous les collègues qui étudient Saint John Perse au lycée étudient éloges. Et tous travaillent soit sur cette représentation d'une enfance, je serais tenté de dire d'une enfance rêvée, soit sur la réécriture du mythe de Robinson Crusoe. Ça n'est pas l'angle qui est le mien, parce que je l'étudie de façon très particulière avec des classes qui ont un profil très particulier, mais oui, ce que vous expliquez est probablement le mode d'entrée dans l'œuvre de Saint John Perse le plus courant aujourd'hui dans le niveau du lycée. Oui. Il est possible que ce soit là d'ailleurs l'explication, c'est-à-dire que proposer une réécriture à partir d'un texte aussi, je ne vais pas dire complexe, je peux le dire, un texte aussi abouti,
n'est peut-être pas la meilleure proposition qu'on puisse faire à des élèves pour apprécier, pour rentrer véritablement dans une œuvre, que de leur demander effectivement un examen écrivez à la manière de. C'est vrai que c'est un peu absurde quand on y pense. Hein. Le thème de la réécriture n'est pas une écriture, n'est pas une invention, n'est pas une proposition faite aux élèves d'écrire à la manière d'eux. Il s'agit de présenter aux élèves un même motif littéraire qui a été écrit puis réécrit par plusieurs auteurs. D'accord. Donc il s'agissait ici, en quelque sorte, de travailler sur cette représentation d'une nostalgie de Robinson présenté à travers l'œuvre de St. John Perse. Cela étant, ça n'est pas par la poésie que j'initie mes élèves à l'œuvre de St. John Perse. Ce sont par les discours. Les discours, ce sont par les discours, puisque nous sommes invités à travailler à la fois en première et en seconde sur le statut de la poésie, une définition possible de la poésie. Et je travaille avec mes élèves à partir du discours de Stockholm, que je réécoutais ce matin extraordinairement lu par le comédien qui était venu là. C'est à partir du discours. Et pour une raison très, très, très simple, c'est que j'étudie St. John Perse régulièrement avec mes classes de première scientifique. Or, ces classes-là sont aujourd'hui les classes dans lesquelles on trouve les meilleurs littéraires. Les meilleurs littéraires. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. Les meilleurs littéraires ne sont plus en première littéraire, ne sont plus en terminale littéraire, ils sont en première scientifique. Quand on veut avoir les meilleures classes de littéraire dans un lycée, hormis de très rares exceptions de certains lycées dans certains centres-villes, on demande les premières scientifiques. Et je trouve dans le discours de Stockholm quelque chose qui est absolument... pour employer un terme un peu lourd, mais qui est pédagogiquement parfait, puisque j'ai à la fois une définition de la poésie, de façon... Je ne prends que les 2 premières pages en substance. Nous y trouvons une définition de la poésie, une comparaison explicite entre la dimension métaphysique de la quête poétique et la dimension métaphysique de la recherche scientifique. Pour des élèves qui, l'année suivante, vont avoir leur initiation en philosophie avec précisément la question du métaphysicien, de la fonction abandonnée par le métaphysicien qui est relevée par le poète. Et enfin, il y a dans ce passage une définition ontologique de la poésie, d'une poésie qui, de façon claire, se définit comme un humanisme, l'humanisme étant lui un mouvement littéraire très familier aux élèves, alors que précisément ce qui rend St. John Perse difficile à rentrer dans les manuels scolaires, c'est qu'il est extrêmement délicat d'intégrer St. John Perse dans un mouvement littéraire. De fait, il n'est dans aucun mouvement littéraire. Donc le discours de Stockholm est pour moi l'entrée idéale pour présenter St. John Perse avant de parler de son œuvre, mais pour présenter St. John Perse et pour poser une problématique de la poésie contemporaine. J'avais remarqué effectivement depuis quelque temps sur Internet que beaucoup de sujets de dissertation tombaient à partir de discours de Stockholm, c'est vrai. Oui. Parce qu'il est particulièrement à la fois riche et d'une très grande limpidité. Il est d'une très grande limpidité. Et en même temps, c'est en quelque sorte le support idéal pour un professeur, puisque c'est un texte métalittéraire, c'est une définition, c'est un discours, mais c'est aussi un texte poétique. Et à partir de là, comment vous envisagez les voies d'accès avec vos élèves ? Est-ce que vous inventez des moyens pédagogiques de les sensibiliser à la poésie de St. John Perse ? Non, puisque pour ça, je m'appuie entièrement sur votre travail, Loïc, tout simplement. C'est pour le plaisir, entre autres, de terminer sur une boutade. Oui, c'est-à-dire qu'à partir de là, à partir de cette définition de la poésie vue avec les élèves à travers le discours de Stockholm, je travaille soit sur des extraits d'œuvres, et à ce moment-là, oui, je peux choisir éloge, mais il peut m'arriver de travailler sur la première page de Vent, ou sur la première page d'Exil, ou la première page à la base. Et ensuite, en termes de dispositifs, de moyens un peu différents et
bon là c'est très particulier. J'ai la chance d'enseigner dans un établissement où j'ai ouvert une option d'histoire de l'art et où j'ai donc une classe que j'ai à la fois en français et en études d'histoire de l'art, et je leur présente la poésie de St. John Perse cette fois-ci comme une poésie des éléments, une poésie élémentaire, et nous l'étudions à travers un certain nombre d'œuvres d'art, généralement de l'art non figuratif du XXe siècle, pour essayer de mettre en confrontation le texte et l'œuvre. Bon, par exemple les tableaux de Zawuki qui sont particulièrement intéressants, je pense, à mettre en regard de neige ou de certains passages de vent. Et ce que je disais à propos de votre travail, il est particulièrement important de rendre les choses visibles, matérielles et incarnées quand on étudie un poète. Et plus la langue du poète, alors je ne dirais pas hermétique, parce que j'ai bien entendu que pour vous elle ne l'était pas, et de fait elle ne l'est pas, mais plus cette langue est exigeante, plus il est nécessaire effectivement d'amener nos élèves à une appréhension globale à la fois de l'œuvre et de l'artiste. Vous citiez tout à l'heure le manuel que vous avez eu la chance d'avoir quand vous étiez lycéen, et dont vous faites référence à cette édition, j'imagine, avec les très belles photos de Lucien Clergue. Oui. Donc on peut travailler sur de l'iconographie, et nous disposons aujourd'hui d'un certain nombre de moyens qui nous permettent d'initier des travaux de recherche au CDI, voire même de les inclure sous forme d'options et de travaux de recherche personnels dans le cadre du baccalauréat. Dans ce cas-là, les élèves ont accès aux salles informatiques, et il est vrai que le site que vous avez créé constitue pour ça un outil absolument idéal pour initier les élèves et pour leur ouvrir une porte sur une œuvre qui est avant tout un monde esthétique, et un monde esthétique complet qui ne peut donc être approché que par des voies plurielles, à la fois celle du discours, celle de l'image, celle de l'appareil critique dans une certaine mesure, puisque alors là, en revanche, s'il y a un point qui a considérablement facilité l'étude de St. John Perse dans le secondaire d'une certaine façon, et j'imagine aussi à l'université, c'est le travail admirable de St. John Perse sans masque, qui complète une édition de la Pléiade, qui était une édition quasiment vierge de tout appareil critique et de toute note explicative. Tout à fait. Mais écoutez, moi je suis ravi d'entendre ça. Si vous avez des questions sur la possibilité de renouveler l'enseignement d'un poète tel que St. John Perse, c'est le moment, car nous allons enchaîner assez rapidement avec la dernière table ronde, d'autant plus que Olivier Richard Torres vient de me donner une passerelle en parlant des possibilités de sensibiliser avec l'image. Donc nous allons aborder avec Monique Virlode tout à l'heure cette possibilité également. Donc si vous avez des questions, écoutez, nous sommes tout à fait ouverts, nous sommes preneurs. Et s'il n'y en a pas, je vous propose une pause de même pas une minute, le temps simplement de régler un petit détail technique, et puis le temps surtout de remercier Olivier Richard Torres de nous avoir accordé de son temps. Mais bon, vous avez bien su répondre à nos attentes à propos donc des voies de l'enseignement de St. John Perse aujourd'hui. Très important, en tout cas. Merci Loïc. Merci à vous.